Georges nous a présenté la mobilité des chercheurs entre les différents DPU, hein, quand un projet, pour une raison particulière, s'arrête. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de la mobilité dans l'entreprise des chercheurs vers d'autres types d'activités? Parce que j'imagine que ce sont des choses qui arrivent. Comment elles sont organisées? Je pense qu'il y a différents cas de figure. Donc, par exemple, c'est aussi différent de où on est basé. Nous, on a notre centre de recherche qui se trouve ici aux Ulysses. On est 70 personnes, donc c'est une petite structure. Et les possibilités de mobilité, évidemment, sont beaucoup plus restreintes par définition, puisqu'on est un petit groupe. Alors, en revanche, il y a les grands centres de GSK en Angleterre, aux États-Unis et en Chine, dans lesquels il y a des centaines et des centaines de personnes, et ou des milliers même. Et donc, du coup, évidemment, ça offre beaucoup plus de possibilités. Donc, typiquement en Angleterre, aux États-Unis, il y a des DPU qui ont été fermés. Et donc, ils se sont redistribués, redispatchés dans de nouveaux DPU, de nouvelles structures qui ont été créées. Mais ici, bon, il n'y a pas que la mobilité dans les métiers de la recherche. On peut aussi, il y a de la mobilité vers d'autres métiers dans l'industrie pharmaceutique. Il y a des anciens collègues à moi qui sont partis vers le médical, qui sont partis vers des orientations beaucoup plus commerciales. Et c'est-à-dire qu'il y a tous les cas de figure. L'important, je pense que c'est toujours le développement de la personne. C'est-à-dire que la philosophie, c'est si les collaborateurs se développent et s'épanouissent, mais elle va contribuer d'une autre manière, mais tout aussi de façon efficace. Et ça sert à rien quelqu'un qui a fait un switch et qui désire réorienter sa carrière, ça sert à rien de le forcer à rester dans la même chose. Donc, dans la mesure du possible, il faut qu'il y ait une compatibilité. On essaye de promouvoir justement ce type de turnover, des changements. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Oui, vous avez parfaitement présenté l'évolution justement avec les relations académiques. J'ai une certaine expérience dans ce domaine, justement, de voir par rapport au passé. Mais il y a quand même, je voulais poser une question. Pour les brevets, enfin, un académique, il fait une découverte, entre guillemets, où il a l'impression, il dépose un brevet. Il passe d'abord par des organismes qui sont les nôtres, CNRS, avec des gens qui, quelquefois, n'ont aucune compétence dans les brevets. Enfin, c'est la sensation qu'on peut avoir quelquefois, hein, ce qui est normal. Hein. Et on nous dit quelquefois, on va dire, mais votre brevet, il vaut rien. Parce qu'en fait, de toute façon, nous, on a 10 juristes qui ont cadré tout. Alors finalement, quand on se lance dans les biotech ou avant l'étape d'avoir un industriel, il faut passer quand même, c'est le CNRS, par exemple, hein, qui dépose le brevet. Donc, je veux dire, on n'a pas la main dès le départ. Et quelquefois même, ça se complique très rapidement. Donc, quel est votre avis sur la valeur du brevet? Et on est bien quand même obligé de passer par l'institution aussi. Alors, est-ce que ça, c'est résolu à quel niveau? Ou est-ce que c'est une interface, justement, avec avec Harris, avec... qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Je pense que c'est un point très important, une très bonne question. Alors, je vais rester politiquement correct. Mais en plus, c'est vrai, c'est pas simplement politiquement correct. Je crois on voit, nous, une évolution impressionnante dans les comment ça s'appelle, les tech transfers, enfin, cellules de valorisation, merci. Les cellules de valorisation des grandes institutions de recherche françaises depuis quelques années jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment le jour et la nuit. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être pas par le passé, mais aujourd'hui, et je pense que la plupart de ces cellules de valorisation, c'est des gens très compétents qui y sont. Et je pense que vous avez raison de douter, mais vous avez aussi, de mon côté, tel que je vois, je pense, enfin, je parle pas d'un exemple précis, mais en général, il y a une tendance très positive. Je pense que les autorités dans les grandes institutions, ils ont pris conscience que à un moment donné, il fallait breveter à tout bas, hein, et sans se rendre compte que les brevets coûtent de l'argent. Enfin, pas faire un brevet, enfin, faire un brevet coûte de l'argent, déposer, mais surtout après, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut maintenir ce brevet, il faut payer, et ça coûte de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Donc GSK, nous, un grand groupe industriel, de temps en temps, on revoit les brevets pour voir est-ce qu'on les maintient ou pas, parce que ça coûte énormément d'argent. Beaucoup des chercheurs du public ont été poussés dans les années 90, début des années 2000, à breveter tout. Donc dès qu'il y avait un gène, je ne sais pas quoi, il fallait breveter. Bon,
L'utilité de ces brevets, on peut se poser beaucoup de questions. Quel est utile? À quoi ça servit? À pratiquement rien. Ça donne pratiquement aucune protection. Les brevets des années 90 sous les gènes, bon, quelques cas, mais bon. Donc, moi, je pense que vous, en tant que vous êtes membre d'une institution publique, vous devez protéger, quand vous avez quelque chose, des valeurs, que vous pensez que c'est des valeurs, il faut la protéger. Après, le problème, c'est vrai que nous, industriels, on a peut-être un peu plus d'expérience dans ce domaine parce que c'est notre métier, finalement. Et on va se rendre compte en discutant avec l'académique, c'est un académique qui vient dire « Ah oui, j'ai un brevet, c'est génial, voilà, je suis protégé. » On lit le brevet et on sait que ce brevet n'a aucune valeur. N'a aucune valeur. Et donc, il y a la réaction de suspicion immédiate de l'académique qui dit « Ah oui, il est en train de... pourquoi il me dit ça? Et qu'est-ce qu'il veut? Oui, il veut je ne veux pas me faire avoir, etc. » On voit ça. Et c'est pas notre intérêt non plus. C'est-à-dire que quand on fait un accord avec un groupe académique, l'intérêt, c'est que cette trouvaille de groupe académique soit protégée, parce que sinon la collaboration n'en sert à rien. Parce que si ce brevet n'a pas de valeur, toute la collaboration sur laquelle on s'est basé n'a pas de valeur non plus, du point de vue de protection intellectuelle. Donc c'est notre intérêt à nous, industriels, que beaux brevets soient des bons brevets. Parce que sinon, après, voilà. Alors, après, effectivement, il y a des choses qui... On voit, c'est ce qui s'est passé, on voit beaucoup de brevets dans les années 90, début des années 2000, sur les gènes X, les gènes Y. Ça ne nous a pas empêché de lancer, de travailler sur ça. Et peut-être, un jour, si cette molécule arrive sur les marchés, on va devoir payer 100 000 euros des royalties, et encore. Donc, c'est rien, c'est pas ça le problème. Donc, il faut relativiser, mais je pense qu'aujourd'hui, les cellules de valorisation des grandes institutions, nous on travaille énormément avec l'INSERM Transfert, et ça c'est les jours et la nuit. Donc vraiment on a des excellents échanges. C'est des gens compétents, des gens qui comprennent aussi les enjeux. Donc je pense que, en tout cas pour celles que je connais le plus, qui est l'INSERM Transfert, les gens qui sont de l'INSERM sont un bon main. Voilà. Au niveau du chiffrage, parce que nous avez parlé de la centralisation à la décentralisation, ce partenariat est en phase de croissance exponentielle ou pas? Est-ce qu'il est le même partenariat France Big Pharma, Europe Big Pharma et international Big Pharma? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres en termes de... Qu'est-ce que ça représente en termes de masse financière? Les chiffres, je suis très mauvais pour les chiffres, donc je ne pourrais pas vous donner des chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un phénomène très intéressant qui est pour les groupes non français, les groupes pharmaceutiques internationaux non français. Et hier, j'ai discuté avec mes collègues de Pfizer qui ont la même perception. L'innovation, pour ces groupes anglo-saxons notamment, passe par le monde anglo-saxon. Et la science est focalisée, l'obsession, c'est les États-Unis, l'Angleterre, et le reste du monde n'existe pas. J'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça. Et donc, nous, dans les filiales France, une partie de notre boulot, c'est de dire au groupe, bon, la France est un pays attractif du point de vue de sa R&D. Il y a de la bonne science. Venez investir en France. Et effectivement, on a mené une étude récemment en interne. On a récupéré toutes les collaborations avec les groupes académiques qui ont été faites pendant les dernières années chez GSK. Et 90%, évidemment, sont États-Unis et surtout Angleterre, GSK étant une boîte britannique. Et donc, je pense qu'ils commencent à prendre conscience, de la même manière que la bonne science n'était pas uniquement chez GSK, mais aussi dans les mondes académiques, ils commencent à prendre conscience que la bonne science, il n'y a pas que aux États-Unis ou en Angleterre, qu'il y a aussi beaucoup en Europe continentale de la bonne science. Et c'est notre intérêt à nous ici, montrer, voilà, la France est un pays attractif. Alors, l'autre chose qui est très importante, c'est que le budget de l'R&D des GSK est maintenu, je n'ai pas maintenant les chiffres en tête, mais depuis des années. Et il y a eu, malgré cela, il y a une diminution des effectifs internes de GSK. Pourquoi? Pourquoi le budget est maintenu? Parce que finalement, ces différentiels est passé dans les partenariats avec soit des groupes, des sociétés, des alliances avec des sociétés de biotechnologie,
soit avec les partenaires académiques. Et il y a une redistribution de la masse interne salariale vers l'ouverture à l'extérieur dont j'ai parlé. Donc malgré la réduction des effectifs internes chez GSK, leur budget global de l'R&D a été maintenu depuis déjà des années. Je ne sais pas si je réponds à toutes vos interrogations. Oui, mais ce qui... Oui. Donc, je pense pas. C'est pour ça que je parlais beaucoup des partages de risques. Donc, quand je parle de partage de risques, ça veut dire partage de tout. Partage de ressources et partage de succès. Et donc, peut-être le partage de succès va se faire de manière différente que par le passé. Par le passé, on faisait une collaboration avec une équipe INSERM, je sais pas, à Toulouse. On payait un postdoc pendant 2 ans, et puis ça s'est arrêté là, et voilà. Aujourd'hui, comme je disais, même si ça existe encore, ce genre de collaboration, le plus important, c'est de faire un partage de risques. Donc nous, par exemple, en ce moment, on est en train d'identifier des groupes du milieu public qui ont quelque chose de valeur, potentiellement, s'associer avec nous et travailler avec nous, même dans nos locaux, sur des projets communs. Et donc là, ce que j'appelle, c'est partage de risques. C'est-à-dire que les chercheurs de l'INSERM, de CNRS, de Pasteur, de SERA, peu importe, viennent travailler avec nous, mais ses ressources, lui, nous, on met nos ressources, les réactifs, etc. On partage les risques, on partage aussi les succès. Et le modèle de demain, ça ne sera pas des petites royalties qu'on va payer à l'INSERM, ça va être beaucoup plus important au bénéfice, évidemment, de la recherche publique. Donc, c'est ce modèle-là qui est en train d'évoluer. Je ne sais pas exactement jusqu'où il va aller, mais il va aller. Donc, ça veut dire que, pour répondre à votre question, ça ne veut pas nécessairement dire, pour nous, industriels, mettre plus d'argent sous la table pour ces partenariats-là, mais peut-être les envisager d'une manière différente. Dans le cadre de la montée en puissance des biopharmaceutiques, comment vous voyez l'avenir dans la drug discovery de la chimie médicinale de synthèse classique? Est-ce que c'est quelque chose qui va de pair, en synergie, ou est-ce que ce sont des activités qui risquent de l'une peut-être péricliter, puis l'autre de s'imposer dans un avenir plus ou moins proche? Ça, c'est une très bonne question qu'on se pose souvent. Je pense que l'ambition des grands groupes pharmaceutiques, c'est d'avoir une part des biopharmaceutiques plus importante que par le passé. Mais on est conscient qu'on ne pourra pas tout cibler par des moyens avec des biopharmaceutiques. Les biopharmaceutiques dans le sens large, évidemment les anticorps, mais aussi demain, ça serait des antisens, des protéines thérapeutiques, etc. Donc moi, ma prédiction, c'est que la chimie va exister toujours. Et on aura besoin de beaucoup de chimie et que la part des petites molécules versus des biopharmes, ce sera toujours en faveur de la partie des petites molécules chimiques et qu'on aura toujours besoin de chimie. Et une boîte comme GSK, c'est défini comme une boîte de chimie, même si on pense qu'à l'horizon, d'ici quelques années, on veut que 20% du chiffre d'affaires de GSK soit dû à des biopharmaceutiques. Donc, je pense que c'est plus... Bon, c'est pour GSK. Il y a d'autres boîtes qui, tout leur business est basé sur les biopharmaceutiques, évidemment, donc ça, c'est qui n'ont pas de chimie. Mais la plupart des grands groupes pharmaceutiques, je pense que c'est un peu ça la proportion. Je sais pas, 3 quarts, 1 quart, je sais pas, en termes de chiffre d'affaires. Donc, il y aura toujours de la chimie, je pense. Mais en revanche, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est pour les chimistes dans la salle, c'est que l'espace chimique qu'on a travaillé par les passés peut plus exister. Et qu'aujourd'hui, une des raisons des échecs cuissants des petites molécules en développement sont dues à une mauvaise chimie de départ, une mauvaise propriété physico-chimique des molécules. Et c'est ce qu'on essaie à tout prix aujourd'hui de corriger, de faire des molécules dès le départ qui ont des meilleures propriétés physico-chimiques. Juste une petite curiosité. Je participais à un congrès franco-asiatique. J'étais impressionné par le nombre de développements. Il y avait des industriels sur des molécules naturelles, plantes, etc. Et est-ce que ça fait partie du criblage? Oui, ça fait partie du criblage, mais je reste un petit peu
prudent. Je pense que on n'a pas suffisamment avancé, c'est-à-dire il y aura toujours, de la même manière qu'il y aura des biopharmaceutiques, il y aura toujours une partie des substances naturelles. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes liés aux substances naturelles, des effets, des problèmes de sélectivité, des problèmes de augmenter, de la production. C'est pas facile de faire la synthèse des produits naturels. Donc la production à grande échelle pose des problèmes. La purification pose des problèmes à partir des moyens naturels. Donc, c'est toujours limité. Et on a toujours, toutes les boîtes, il y a leur crible de substances naturelles, mais la part de ça est relativement faible par rapport au reste de molécules chimiques. Moi, en fait, je voulais savoir si vous recrutiez et quelle était votre politique de recrutement, notamment vis-à-vis des jeunes diplômés. Ah, voilà la question qui manquait. Je sais pas pourquoi ils sont intéressés à poser ce genre de questions, je comprends pas. Bon. Non, mais c'est... bon, je vais répondre... Enfin, si vous voulez savoir si aujourd'hui, dans notre centre, on a un poste ouvert, on a certains postes qui sont ouverts, on ne prévoit pas un recrutement massif, hein, c'est pas à la mode. Hein. Et en général, notre politique de recrutement, c'est nous, mais il y a tous les modèles, vous allez discuter avec mes collègues ici des autres boîtes, et chacun a sa politique complètement différente. Nous, on a imposé une règle qui est, par exemple en biologie, on recrute soit des techniciens, soit des chercheurs. On n'a pas des niveaux intermédiaires ingénieurs. On préfère faire évoluer en interne nos techniciens, même en leur donnant des formations. Et il y en a certains qui sont devenus des chercheurs, qui ont même fait une thèse, qui ont commencé comme techniciens avec un BTS. Donc, pour les techniciens biologie ou chimie, ce sera un BTS ou un bac plus 2, un bac plus 3, des fonctions. Et ensuite, pour les chercheurs, on recrute des gens qui, évidemment, ont une thèse et qui ont un postdoc. Et qui ont un postdoc, donc on regarde même pas le CV si ce postdoc n'est pas fait à l'étranger. Et quand je dis à l'étranger, c'est pas ni Genève ni Bruxelles, hein, c'est vraiment pourquoi parce que on pense, des préférences dans un des grands centres de recherche aux États-Unis et en Angleterre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons centres de recherche ailleurs, mais ça donne une méthodologie de travail, une ouverture d'esprit, une exposition à la langue anglaise, etc., qui sont très importants, des outils très importants dans la carrière à venir de ces chercheurs. Donc, je vous dis sincèrement, on reçoit un CV de quelqu'un qui a fait une carrière franco-française, on ne le regarde pas. Et alors, peut-être il y a des cas, par exemple, quelqu'un qui a fait une thèse à l'étranger et qui vient faire un postdoc en France, ou l'inverse. Mais il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit, une mobilité, une ouverture. Donc, Christine vous en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est très, très, très important. Et je les vois dans les interviews avec des chercheurs, et ça fait des années, donc je commence à avoir quand même un petit peu d'expérience, et je vois tout de suite la différence entre quelqu'un qui n'est jamais sorti, qui est passé de Dijon à Besançon ou des Paris à Évry, quelqu'un qui a bougé, qui est allé à La Jolla et qui a fait un postdoc là-bas. C'est le jour et la nuit. Ça ne veut pas dire que la personne... Des fois, il y a des choix personnels, il y a des problèmes familiaux, personnels qui empêchent. Bon, je comprends. Mais dans la mesure du possible, je ne sais pas, il y a pas mal de doctorants ici. Si vous voulez un jour travailler chez nous, sachez qu'il va falloir partir, faire votre valise et partir pour 2 ans quelque part dans un bon laboratoire. Évidemment, le résultat, oui, mais oui. Et ce qui compte aussi, c'est avoir un bon niveau de publication. Bon, donc, ça, je pense que je vous dis bon. Alors, je sais qu'il y a d'autres boîtes qui ont des politiques de recrutement différentes, qui recrutent des niveaux intermédiaires, qui recrutent des gens qui ont fini une thèse, qui n'ont pas fait des postdocs. Bon, ça dépend, chacun de ses politiques. Donc, on ne peut pas généraliser. La réponse que je vous donne, c'est nous, mais on peut pas généraliser.
Yeah, it's just continue. I will continue the question of this girl. You said that you will prefer the one who will go to some foreign country to do a postdoc and all. And what about those people who came from other countries and they will do postdoc or PhD here? Thank you. Je pense que je l'ai dit, mais peut-être ça n'a pas été, c'était mal compris. C'est-à-dire qu'il y a deux types de parcours. Et il peut avoir, nous avons par exemple une chercheure indienne qui a fait sa carrière, sa thèse en Inde. Il est venu après faire un postdoc à Marseille. Et puis après, on l'a embauché chez nous. Donc les deux sont possibles. Ce qui montre, c'est l'ouverture, l'état d'esprit ouvert.